Coucou! Aujourd'hui, on va parler mode. On va parler de Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Gabrielle Chanel naît le 19 août 1883 à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Son père s'appelait Henri-Albert Chanel et il venait d'une famille qui a toujours travaillé dans une châtaigneraie. Alors au départ, pas pour eux, mais pour un seigneur, comme c'était le cas en fait à l'époque. Donc une famille assez modeste. Et cette famille donc se trouvait à Ponteuil, qui est un petit hameau dans les Cévennes. La famille y détenait une bâtisse du XVIIIe siècle, dont ils ont fait en fait un cabaret. Enfin, eux, ils appellent ça un cabaret. C'était un peu l'ancêtre du bar tabac, je vais dire. Voilà, c'était un peu l'épicerie du village, mais qui faisait aussi brasserie. Donc le père de Gabriel, donc le Albert, était un marchand ambulant. Et ils vont partir s'installer sur Nîmes. Ensuite, il va partir en Ardèche et là, il va rencontrer Jeanne, qui est Jeanne de Vol et qui sera en fait la mère de Gabriel. Ils vont s'installer à Saumur et là, ils vont avoir une fille qui s'appelle Julia. Et ensuite, ils vont avoir Gabriel. Pour la petite anecdote, Gabrielle Chanel va naître avec le nom Chanel écrit comme ça, C-H-A-S-N-E-L. Parce qu'en fait, ce ne seront pas ses parents qui vont la déclarer à la mairie. Ce sont les sœurs du couvent où sa mère va accoucher. Parce que le père était encore en vadrouille, en déplacement, enfin soit. Et du coup, personne n'était là pour déclarer l'enfant. Et là, ils se sont trompés en fait en déclarant Gabriel. Et du coup, c'est mal écrit sur son acte de naissance. En novembre 1884, Albert et Jeanne vont se marier. Et Albert va reconnaître donc officiellement les filles comme étant les siennes. C'est la moindre des choses. Et le jour de son mariage, Albert va apprendre que, en fait, il a une petite sœur. Donc, elle aura même pas un an en plus que Gabrielle. Elle va s'appeler Adrienne. Ils vont déménager à Issoire, dans le département du Puy-de-Dôme, en Rhône-Alpes. En 1885, ils vont avoir un fils qui va s'appeler Alphonse. Quelques mois plus tard, ils vont déménager, mais toujours dans la même ville, juste un autre quartier. Jeanne va tomber malade et ils vont partir vivre à Courpierre. Donc c'est dans la même région, mais plus à la campagne. En fait, Jeanne avait un oncle qui vivait et donc ils vont squatter chez l'oncle. Il va y laisser les enfants et va partir travailler avec son mari. Parce qu'il faut savoir qu'elle était absolument dingue amoureuse de son mari. Et du coup, elle voulait le suivre partout. Et elle va mettre au monde un deuxième fils qui va s'appeler Lucien. À cette période-là, Gabrielle a 6 ans. Gabrielle va se plaire énormément à la campagne, elle va aller à l'école, elle va apprendre à faire du jardinage avec sa famille. En 1891, Jeanne va revenir avec encore un enfant. Celui-ci s'appelle Augustin, mais il ne vivra pas longtemps, il va mourir quelques semaines après sa naissance. En 1893, Jeanne va rejoindre Albert à Brive-la-Gaillarde avec Julia et Gabriel. Là-bas, son état va vraiment se dégrader et en fait, elle va décéder le 16 février 1895 à l'âge de 33 ans seulement. Alors à ce moment-là, Julia a 13 ans, Gabriel a 12 ans et la petite Antoinette a 8 ans. Eux, ils vont être placés chez des agriculteurs par l'assistance publique. Et le père va conduire Julia, Antoinette et Gabriel dans un couvent qui est en fait à ce moment-là un orphelinat et qui s'appelle Aubazine. Gabrielle va vivre très très mal en fait toutes ces années à l'orphelinat. Elle va avoir des relations difficiles avec ses profs, elle va être un peu rebelle, elle va pas se laisser faire, et elle va être du coup souvent punie. Et oui, pour insolence. Cet orphelinat va en fait l'inspirer pour ses futures créations, notamment le côté très sobre. Et par exemple, dans un des vitraux, il y a 2 C entremêlés et pour elle, ça va faire tilt plus tard. Elle va reprendre ces lettres pour en faire son logo. Il y a aussi le côté bleu marine, noir, vraiment très très sobre, qu'elle va vouloir vraiment garder. Elle va trouver des excuses à son père. Elle va lui pardonner de l'avoir mis à l'orphelinat, mais par contre, elle ne pardonnera absolument pas au reste de sa famille de ne pas les avoir accueillis chez eux, en fait. Ça va lui rester vraiment à travers de la gorge toute sa vie.
Elles vont passer 3 ans dans cette abbaye, donc dans ce couvent orphelinat, et elles vont passer des vacances chez leur oncle à la campagne, et là ça va être le kiff total pour elles. Et elles vont donc retrouver Adrienne et Marthe. Elles vont rencontrer leurs tantes qui en fait sont aussi jeunes qu'elles quasiment. Et bien en fait Gabrielle va s'entendre à merveille avec Adrienne. Elles vont être vraiment quasiment meilleures amies. Elle va y entendre parler pour la première fois de mode, car en fait à l'orphelinat à Aubazine, elle ne va faire que de la couture classique, de la couture de réparation en fait. Sa tante va lui apprendre à confectionner des chapeaux. Eh bien, Gabrielle va y prendre goût. Après les vacances, elles vont retourner à Aubazine, mais Gabrielle n'en pouvait plus, il fallait vraiment qu'elle parte, donc elle va faire le mur, et elle va fuir à Varennes. Tiens, ça me dit quelque chose, ça, une fuite à Varennes. Soit. Donc, chez sa tante et son oncle qui vont essayer de les remettre à Aubazine, mais là, la supérieure a dit... Non ouais, j'en veux plus de celle-là. Non merci, en fait, elles sont trop insolentes. Non, moi j'en veux plus. La tante va donc décider de les envoyer à Moulins, qui est un village toujours dans la même région, donc dans l'Allier. Ils vont donc y être envoyés dans une institution religieuse. Cette institution s'appelle l'Institut Notre-Dame et elle est tenue par des chanoinesses. Gabrielle a alors à cette époque 18 ans. Elle va passer 2 ans dans cette institution et ensuite sera envoyée comme commise dans un magasin spécialisé en trousseaux et layettes, mais qui confectionnait également des jupes. Le magasin s'appelait À Sainte-Marie. Elles seront logées chez leur patron et il faut savoir que c'est un magasin où il y a une clientèle prestigieuse. Gabrielle se plaisait au magasin, mais par contre n'avait pas l'intention de rester logée chez ses patrons. Elle voulait son indépendance. Elle va donc louer une petite chambre dans un quartier populaire de Moulins. Les clientes du magasin vont même tellement trouver qu'elle a du talent qu'elles vont s'adresser à elle pour lui passer des commandes à l'insu de ses patrons. Elle va donc confectionner des robes, des jupes, des chapeaux pendant ses heures de repos. Et donc tout ça en plus de ces 10 heures passées par jour dans le magasin. Gabrielle et Adrienne vont profiter de leur liberté. Elles vont fréquenter un café au style Art Nouveau qui s'appelle Au Grand Café. C'était un établissement super chic et elles vont y passer beaucoup de temps. Elles vont également passer beaucoup de temps dans un salon de thé qui s'appelait La Tentation. Elles vont rapidement attirer les regards par leur beauté, notamment les regards de jeunes officiers qui vont fréquenter ces cafés et qui vont les emmener dans un établissement qui s'appelle La Rotonde, qui en fait est un café-concert, on va dire. Et là, elle va se dire, mais pourquoi pas me lancer? Donc elle va y chanter, et elle va chanter une chanson qui s'appelle Qui qu'a vu Coco? Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro. Et c'est de là que va arriver son surnom de Coco. Elle va y rencontrer Étienne Balsan, un riche officier avec qui elle va se lier d'amitié. Alors j'ai entendu des histoires comme quoi elle était en fait en couple avec Étienne Balsan, mais honnêtement je n'ai rien trouvé d'écrit, de concret sur une relation de couple. Mais lui en tout cas est amoureux d'elle, ça c'est sûr. Alors évidemment, comme dans toutes les petites villes, les rumeurs vont y aller bon train et elle va se faire critiquer et surtout critiquer sur son physique car elle était très très mince et à l'époque c'était pas terrible d'être mince. Ben oui, c'est comme ça, les gens sont crétins depuis toujours. Et alors, leur patron de la boutique va apprendre qu'elle chante à la rotonde. Et là, ils vont être indignés, c'est le choc, mais quelle horreur! Voyons! Et ben, ils vont les virer toutes les deux. Voilà. Mais c'est pas trop grave parce que elle a quand même réussi à avoir des clientes fidèles. Elles vont continuer à lui passer des commandes et elles vont parler à leurs amis. Et leurs amis vont parler aux amis, vous savez comment ça fonctionne. Et du coup, elle va se faire quand même une belle petite clientèle. Après quelques mois, Gabrielle va s'ennuyer, elle va en avoir marre de la ville de Moulins, et donc elle va viser la ville de Vichy, parce qu'il y a une clientèle fortunée là-bas, et du coup, elle se dit que potentiellement, ça pourrait le faire. Elles vont donc s'installer dans une petite chambre à Vichy, dans la vieille ville. Mais elles vont vraiment peiner à trouver un job, parce que la saison était déjà commencée, donc les gens avaient déjà embauché des chanteuses,
Et en plus, c'est bien, sa minceur, limite maigreur, va être tellement critiquée. Voilà, donc vraiment, les gens ne voudront pas l'engager à cause de son physique. Adrienne va en avoir marre de ne pas trouver, et du coup, elle va repartir à Moulins. Là, Gabrielle, ce qu'elle va faire, eh bien, elle va quand même réussir à trouver un petit job qui sera donneuse d'eau. Alors, comme vous savez, à Vichy, il y a pas mal de sources, et son job était donc de donner la quantité d'eau prescrite aux clientes. Voilà. Mais bon, c'était un petit job, ça payait, et voilà. Ensuite, comme elle trouve pas de job, elle va retourner à Moulins voir Adrienne, et celle-ci était logée chez une dame qui s'appelle Maude. Donc Gabrielle va de nouveau vivre de ses petits travaux de couture. Et Maude va l'entraîner, elle et Adrienne, dans des courses de chevaux. Et là, ça va vraiment plaire à Gabrielle. Étienne de Balsan vient justement de transformer son ancienne abbaye en énorme écurie. Le lieu s'appelle Royalieu. Il va lui proposer qu'elle vienne habiter avec là-bas et qu'elle s'occupe de l'écurie, enfin voilà, tout simplement qu'elle passe du temps à l'écurie et qu'elle apprenne à monter, etc. Elle va accepter. Donc là-bas, elle va beaucoup s'entraîner parce qu'elle veut devenir une bonne cavalière. Elle tiendra au départ à monter absolument à califourchon, comme les hommes. Elle ne voulait pas être en Amazon. Elle va par la suite devoir quand même s'y plier. C'était comme ça, c'était par convenance, il fallait. Elle va vouloir absolument porter un jodhpur. Donc, je sais pas si je le dis correctement, mais c'est pas grave. Donc, vous savez, ce sont les pantalons d'équitation. Je vais vous montrer une photo. Et donc, elle va se rendre chez un tailleur, elle va réclamer un jodhpur, elle va dire c'est pour votre mari? Non, non, c'est pour moi. Pour vous? Mais non, les femmes ne portent pas ça normalement en fait. Elle a dit non, non, moi je veux. Donc elle a dû insister, mais comme pas possible, parce que le tailleur ne voulait rien savoir au départ. Elle a vraiment dû insister, lui promettre une bonne somme d'argent, et du coup il a accepté de lui confectionner un jodhpur. Elle va refuser de s'habiller comme les autres femmes, avec tous ses ornements, ses froufrous, etc. Elle, non, 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 tout ce qu'elle voulait, c'est le côté pratique. Elle voulait être habillée sobre et pratique. Donc elle va de plus en plus porter des tenues bleu marine très sobres. Pour la coiffure, elle aura souvent un chignon sur la tête comme ça, et aussi elle va confectionner ses chapeaux, donc elle va confectionner un canotier qu'elle fixera bien sur sa tête, bien serré. Elle va vouloir porter des chemises d'hommes, des cravates, des manteaux, tout ça qu'elle va piquer aux hommes qui étaient là à Royal-Dieu en fait. Elle va donc vite se faire remarquer, notamment aux courses, et se faire traiter d'excentrique, évidemment. Elle va porter ses propres chapeaux qu'elle aura confectionnés pour elle-même, elle va les porter et du coup ça va faire fureur parce que les autres femmes vont les trouver beaux, originaux et vont se dire waouh, moi j'en veux un aussi. Et donc toutes ces dames de la haute société vont lui demander de lui confectionner leur chapeau. Pour ces dames, elle va ajouter des aigrettes, des plumes, ce qu'elle voulait en fait, des petites choses supplémentaires qu'elle ne mettait pas vu qu'elle portait du sobre. Et évidemment, ces chapeaux seront tenus dans un chignon grâce à des épingles, enfin grâce à une épingle à chapeau. Quelque temps passé à Royalieu, eh bien, elle va commencer à être mélancolique. Elle va s'ennuyer, elle va être un peu déprimée, et du coup, elle va accompagner Étienne dans un voyage à Pau, donc dans les Pyrénées. Et là, elle va rencontrer un Anglais et elle va avoir le coup de foudre, mais total pour lui. Cet Anglais, c'est Arthur Capel, qu'on surnommera Boy. Il ne voudra pas l'emmener avec lui s'il avait peur de la réaction d'Étienne. Là, elle va se jeter dans le travail, elle va confectionner des chapeaux en tant que modiste. Elle va vouloir se rendre à Paris et Étienne va lui proposer de la loger dans sa petite garçonnière, boulevard Malesherbes, dans un petit 3 pièces. Au printemps 1909, Gabrielle débarque donc à Paris. Elle va vite se rendre compte qu'elle a besoin d'aide, d'une aide technique, et donc elle va aller débaucher une modiste qui travaillait chez Lewis. Celle-ci s'appelle Lucienne. Elle va également faire venir sa petite sœur Antoinette pour l'aider à l'accueil des clientes. Apprenant que Coco avait sa boutique à Paris, toutes ces clientes de Royalieu vont débarquer et elles vont vraiment affluer de partout et dévaliser sa boutique. Elles vont être méga surchargées et Lucienne va faire venir deux modistes qui
travaillaient chez Lewis avec elle. Elle va donc les débaucher pour venir les aider. Après 1 an dans la boutique, elle se rend compte que c'est vraiment trop petit. Elle va vouloir changer d'endroit et louer une autre boutique. Là, Étienne ne voudra pas lui prêter des sous pour qu'elle puisse ouvrir sa boutique. Par contre, Arthur va lui ouvrir un crédit à la banque. Et c'est là qu'elle va donc ouvrir sa fameuse boutique rue Cambon à Paris. Elle y installera une plaque écrite dessus Chanel Mode. Lucienne, qui la trouve trop autoritaire, va la lâcher, elle va se barrer en la laissant en plan. Étienne va quand même lui louer un appartement pour qu'elle puisse s'installer, et là ce sera avenue Gabriel. Alors son plus grand soutien quand même, c'est Arthur. Il va vraiment la soutenir, il va la tirer vers le haut au lieu de la descendre. Il va l'encourager tout le temps. Il va dépenser énormément sans s'en rendre compte, et surtout elle ne se rendait pas compte que c'était l'argent de Arthur en fait. Elle croyait qu'elle dépensait son propre argent, donc là elle va être juste dégoûtée de savoir ça parce qu'elle voulait être indépendante. Elle va donc changer de comportement et devenir beaucoup plus radine, on va dire. Elle va faire beaucoup moins de dépenses, vraiment le strict nécessaire, et ça va payer parce qu'au bout d'un moment elle n'aura plus besoin de la caution d'Arthur. Elle va pouvoir vivre de son propre argent. Avec Arthur, elle va s'intéresser à la culture, vraiment, elle va aller au théâtre, à l'opéra, vraiment voir des danseuses, et du coup, elle va vouloir réessayer le chant, ça va pas marcher, elle va vouloir essayer la danse, ça va pas marcher, elle va se rendre compte qu'elle est nulle dans ces domaines-là, mais qu'en fait, elle est juste douée dans ce qu'elle fait, donc elle va s'acharner au travail. En 1912, le journal Les Modes va lui consacrer plusieurs pages entières juste pour elle. Vraiment pour la mettre à l'honneur. Il y aura beaucoup de chapeaux qui seront en photo dans le magazine. Ça va lui faire une pub d'enfer. En 1913, Arthur va l'amener à Deauville et il va lui acheter une boutique dans une rue qui donne sur la plage. Elle va y exposer ses chapeaux, mais également quelques tenues qu'elle a confectionnées. Pour ces tenues en question, elle va s'inspirer de beaucoup de choses. Alors, la première, c'est un jour, elle était aux courses et elle avait froid et un homme lui a prêté un pull. Et là, elle s'est dit, mais en fait, pourquoi pas des pulls comme ça pour les femmes aussi. Donc, elle va créer des pulls où les femmes peuvent être à l'aise dedans. Pour une autre tenue, très très connue, elle va s'inspirer des pêcheurs qu'elle admirait à Étretat. Enfin, elle les observait et elle va se dire « Waouh, ça peut être sympa ça !» Eh bien, il s'agit de la fameuse marinière. Elle va créer aussi une veste 3/4 qui sera attachée avec une ceinture. Et toutes ces tenues, elle va les porter et se pavaner avec sur les planches de Deauville pour voir la réaction des gens. Et ça va faire tilt en fait, ça va fonctionner. Les femmes vont toutes vouloir s'habiller pareil. Sa boutique sera très très élégante. Sur le volet, on pourra lire Gabrielle Chanel. Et elle va donc y attirer une clientèle très chic. Elle va faire venir Adrienne, Maude et même Antoinette pour l'aider dans sa boutique. Adrienne et Antoinette vont porter les tenues de Coco et se pavaner avec, donc comme Gabrielle le faisait sur la plage. Ça va vraiment attirer beaucoup de monde. En 1914, elle va apprendre le décès de sa sœur, donc sa grande sœur Julia, et elle va être vraiment très très peinée. Arthur va faire quelque chose pour l'enfant de Julia et va l'envoyer dans une école assez réputée à Beaumont. Sa boutique va grave décoller grâce notamment à la baronne de Rothschild, qui était une des personnes les plus riches du monde à ce moment-là. Elle va dépenser sans compter et faire venir toutes ses amies. Fin juillet, c'est la guerre. Et Deauville va se vider petit à petit. Arthur va être mobilisé et juste avant de partir, il va conseiller à Gabrielle de garder sa boutique ouverte. Et heureusement, c'est ce qu'elle va faire, parce qu'à partir du 23 août, le jour de la défaite à Charleroi, eh bien, en fait, il y a beaucoup de monde qui vont
se réfugier à Deauville. Et du coup là, son commerce va repartir. Et tout simplement parce que c'était la dernière modiste qui restait. Donc de toute façon, tout le monde allait là. Elle va même habiller les infirmières. Quelques semaines plus tard, elle va laisser des vendeuses au magasin. Et elle va partir avec sa sœur à Paris s'occuper de sa boutique rue Cambon. Arthur va obtenir un job qui va pouvoir l'éloigner du front. Et du coup, il va emmener Gabrielle à Biarritz. Là, Gabrielle va tellement aimer cet endroit qu'elle va vraiment y voir le potentiel. Elle va y ouvrir une boutique. De plus, elle va y voir une opportunité car Biarritz est quand même proche de l'Espagne et donc il y a plus de facilité d'obtenir des tissus. Parce que c'est un peu la cata en France pour trouver des beaux tissus avec la guerre. Elle va donc ouvrir sa boutique et ça va être un triomphe. Et pour répondre aux demandes des bourgeoises, il va falloir engager énormément de monde. Donc beaucoup d'ouvrières vont être engagées. En tout, à ce moment-là, c'est 300 ouvrières qui travailleront pour Gabrielle Chanel. Elle les payera correctement, mais sera exigeante avec elles, comme elle était exigeante avec elle-même. Les affaires étant excellentes, elle va en profiter pour rembourser Arthur, pour ne plus rien lui devoir. Elle va se concentrer sur le tricot pour en faire de la haute couture. Or, à l'époque, le tricot, c'était des habits de tous les jours. Voilà, la laine n'était absolument pas utilisée pour la haute couture. Eh bien, elle va le faire. Son rival de l'époque, Poiret, va dire « c'est la pauvreté pour milliardaire ». En 1916, elle va avoir l'idée de se tourner vers le jersey pour en faire des tenues. Or, le jersey, à l'époque, n'était utilisé que pour les sous-vêtements. Donc c'était un petit peu spécial, mais en fait, ça va cartonner. Pour elle, ce qui était le plus important dans ces tenues, c'était la liberté des corps des femmes. Parce que les femmes, pendant la guerre, ont dû travailler autant que les hommes. Donc elles ont dû reprendre les jobs des hommes dans les usines. Elles ont dû, plus tout le reste qu'elles faisaient déjà. Les champs, etc. Elle devait tout faire. Donc pour ça, Coco trouvait qu'elle devait porter des tenues qui leur permettaient d'être plus libres. Elle va donc créer des vêtements beaucoup plus adaptés, beaucoup plus libres. Elle va enlever les corsets, elle va raccourcir les jupes, elle va enlever les tailles qui vraiment serraient les femmes. En 1917, Arthur va partir à Londres. Il va y rester vraiment souvent très longtemps, de longues périodes, et Gabrielle va être du coup très seule. Et pendant cette période, elle va décider de couper ses cheveux. Donc, à l'époque, toutes les femmes avaient des cheveux longs. On faisait souvent des coiffures, mais elles avaient toutes des cheveux longs. Elle va décider de les couper. Bon, il y a une rumeur qui dit que c'est parce que elle a cramé ses cheveux et du coup elle a été obligée de les couper. Mais elle dira que non, elle avait envie de lancer une mode comme ça et elle s'est coupé les cheveux. Et comme pour toutes ces créations, eh bien, les femmes vont suivre et beaucoup de femmes vont se couper les cheveux également. Il faut comprendre que c'était vraiment l'icône de cette période. Les années 20, années 30, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable en fait. Tout ce qu'elle a inventé, tout le monde suivait, c'était une créatrice incroyable. En mai, elle va rencontrer Cécile Sorel, une actrice qu'elle idéalisait. Elle va être invitée chez elle. Et là, elle va être déçue de la personne parce qu'elle va se rendre compte que la personne est fausse, que tout son intérieur, au final, c'est un peu cheap. Et voilà, elle va être déçue de la personne, mais là-bas, elle va y rencontrer une femme avec qui elle va s'entendre merveilleusement. Ça va être presque sa BFF, c'est Missia. Dans cette année-là, elle va acheter la villa qu'elle louait à Biarritz. Elle va diversifier les matières avec lesquelles elle travaillait. Donc elle va utiliser le satin, le crêpe de Chine, la tulle, la dentelle et elle va ajouter aussi des bords aux vêtements en fourrure. Alors pas en fourrure hyper noble comme la zibeline ou le vison, mais plutôt du lapin, de la taupe, du castor, enfin des fourrures comme ça qui normalement sont bof, et bien elle va utiliser ça pour mettre vraiment sur le bord de ses vêtements, notamment des manteaux. Entre 1917 et 1920, elle va créer les robes tonneaux, les jupes très vagues
des sahariennes, des vestes 3/4 et encore d'autres modèles. À Londres, Arthur va rencontrer une jeune veuve qui s'appelle Diana Lister. C'est la fille d'un lord et il va en tomber amoureux et ils vont vouloir se marier. Donc il va se marier avec elle en octobre 1918. À l'annonce des fiançailles, Gabrielle fera bonne figure. Elle restera digne, mais en réalité à l'intérieur elle était vraiment dévastée. Par contre le mec, il va pas s'embêter à choisir une des deux. Logiquement, bon, il s'est marié, il devrait laisser tomber Gabrielle, mais non, en fait, il va garder les deux. Gabrielle va déménager et elle va choisir un appartement meublé près de l'Alma. Au 46, quai de Billy, très exactement. Gabrielle va se rendre compte que de plus en plus, les femmes font leurs courses à pied, par tous les temps. Donc, il vente, qu'il pleuve, etc. Et du coup, elle va se dire... si je faisais un manteau imperméable. Elle va donc inventer le manteau en caoutchouc, le fameux ciré, comme on appellerait ça, qui n'est pas d'un esthétisme fou, je trouve, mais qui est très pratique, avec des poches et tout. Donc, elle a cherché vraiment à améliorer le quotidien des femmes. Fait en noir, en blanc, en rose et en bleu. Ça va cartonner grave en Amérique, mais par contre en France... pas trop, les gens étaient un petit peu réticents. En plus de ça, beaucoup de Parisiens sont partis de la ville. Du coup, les ventes sont en chute libre. Elle va partir faire une cure en Isère, à Uriage, avec son ami Henri Bernstein. Ils vont rejoindre Nadine de Rothschild, et la femme d'Henri viendra les rejoindre avec les enfants. Là, ils vont porter des pyjamas blancs en satin créés par Coco. À savoir que jusque-là, seuls les hommes portaient des pyjamas. C'est donc Coco qui a amené les pyjamas pour les femmes. Coco va encore déménager et là, elle va aller près de Malmaison. Alors là, on est après la guerre, après l'armistice, et là, les gens vont vouloir faire la fête, il faut fêter la vie, et du coup, ça va être vraiment les années folles. On rentre vraiment dans cette période-là. Donc, les clientes vont affluer de nouveau à sa boutique. Donc si au niveau commercial ça va super bien se passer pour Coco, ce sera un petit peu moins le cas de sa vie sentimentale. En fait, elle va avoir beaucoup de mal à supporter la clandestinité de leur couple. Voilà, le fait de devoir se planquer parce qu'il est marié, elle va en avoir marre. Ça va pas être facile pour elle. En plus de ça, Boy va avoir un enfant avec Diana. Donc ça va lui mettre encore un coup supplémentaire. Là. D'ailleurs, le parrain de cet enfant sera Clémenceau. Et donc le succès de Coco va être tellement énorme qu'elle va devoir déménager dans la même rue, mais un peu plus loin. Donc là, elle était au 19, rue Cambon, et sa boutique va déménager au 31, rue Cambon. Donc ça, c'est la boutique actuelle. Ce que je vous ai montré plus tôt, en fait, c'était l'ancienne boutique. Qui a été entièrement refaite et donc qui est réutilisée par Chanel actuellement. Donc ils ont 2 bâtiments, le 19 et le 31. Elle va aussi avoir une influence sur le monde automobile. Comment ? En choisissant vraiment des couleurs sombres pour les voitures, pour l'intérieur, etc. Alors qu'avant, c'était des couleurs vives, on était dans les rouges, etc. Et là, elle va vraiment choisir des couleurs très sombres et ça va être très chic du coup. Elle aura même une Rolls-Royce bleu marine avec l'intérieur noir. Elle va engager un chauffeur qu'à l'époque on appelait un mécanicien. Celui-ci s'appelait Raoul et il sera son chauffeur jusqu'à la fin de sa vie. Sa sœur Antoinette va rencontrer Oscar Edward Fleming, qui est un jeune aviateur pour les forces aériennes britanniques, mais qui est canadien. Ils vont se marier à Paris en 1919 et ils vont partir au Canada. Oscar va devoir faire des études supplémentaires à Toronto et du coup, il sera presque jamais là. Et Antoinette va s'ennuyer, mais tellement. Du coup, Coco va se dire, je vais la charger de représenter Chanel au Canada. Ce qu'elle va faire, mais ça va être un flop. Les Canadiens, à ce moment-là, sont hyper conservateurs et trouvent que les tenues de Coco sont excentriques. Ils n'ont encore rien vu. Coco va demander au couple d'accueillir un jeune Argentin qu'elle a connu à Paris et qui souhaite faire un tour au Canada avant de repartir en Argentine. Antoinette va accepter, mais elle va tomber sous le charme du jeune Argentin.
Va donc faire la bêtise de partir avec son jeune Argentin en Argentine et va se retrouver sans le sou. Évidemment, Gabriel va l'aider financièrement. Mais quelques mois plus tard, sa sœur décédera dans des conditions mystérieuses. On ne saura jamais vraiment de quoi elle est décédée. Donc en 1920, eh bien, Coco va se retrouver la seule des 3 filles Chanel à être encore en vie. Elle va garder des liens avec ses neveux. Donc elle leur écrira des lettres, etc. Le minimum, juste. Le 22 décembre 1919, c'est un jour tragique. Elle va apprendre que Boy a eu un accident avec son véhicule et il est décédé. Bêtement, il a eu un pneu crevé et la voiture a dévié et il a foncé dans un talus, je crois. Enfin, voilà. Bête accident et il est mort de ça. Alors évidemment, eh bien, Gabriel va être dévasté, mais comme jamais. Il faut comprendre que c'était l'amour de sa vie et là, il n'y a pas de mots. Elle était juste complètement dévastée, la pauvre. Le lendemain de l'accident, elle va se rendre sur les lieux et elle va rester là, assise pendant des heures, à pleurer. Elle va déménager et elle va acheter une propriété à Garches. Elle appellera cette propriété Bel Respiro. Elle va vraiment regretter de ne pas avoir pu avoir d'enfant avec Arthur. Elle aura fait que des fausses couches, en fait, à cause d'un avortement qui s'est très mal passé quand elle était à Moulins. Alors, elle va faire le deuil à fond, donc elle va se terrer un maximum à Bel Respiro. Elle va peindre les volets en noir, elle va éviter les gens au maximum. C'est seulement après quelques mois qu'elle va accepter de revoir Missia et de sortir un petit peu. Missia et son fiancé José vont se marier le 2 août. Et ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont proposer à Gabriel de venir avec eux en voyage de noces, parce qu'ils vont partir à Venise. Elle va vraiment apprécier Venise, tu m'étonnes. Elle va aimer l'architecture, elle va aimer toutes les œuvres d'art. Ça va vraiment beaucoup lui plaire. Après Venise, ils vont profiter d'être en Italie pour aller à Rome. Donc, ils vont aller visiter le Colisée, etc. Elle va aller dans une église et là, elle va avoir une révélation. Elle va voir un homme qui en pleure, etc., qui est vraiment en dépression et elle va se dire, moi aussi, je suis comme ça, en fait, donc je suis une loque. Non, mais c'est hors de question que je sois comme ça, en fait. Et donc, elle va se reprendre en main. Elle va rentrer à Paris et là, elle va aller trouver Serge Diaghilev. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. À son hôtel et elle va lui donner 300 000 francs pour qu'il puisse monter son spectacle. Et un spectacle de danse classique. Il s'appelle Le Sacre du Printemps. Mais la seule condition, c'était qu'il ne parle à personne du fait qu'elle lui a donné de l'argent. Il ne tiendra pas sa promesse, évidemment. Elle va également aider Stravinsky, le compositeur. Elle va l'inviter, lui et sa famille, à venir vivre avec elle à Bel Respiro jusqu'en 1922. Elle va sortir en boîte de nuit à Biarritz avec ses amis Gabriel Dorziat et Marthe Davelli. Là, elle va rencontrer le grand-duc Dimitri Pavlovitch, c'est le cousin. Celle-ci va d'ailleurs dire grâce à Marthe, Coco, qui est sa si tu le maîtresse. veux, je te le laisse, il est un petit peu trop cher pour moi. Et Coco va craquer dessus. Son physique assez agréable et son petit côté mélancolique, ça va beaucoup plaire à Coco, donc elle va vraiment craquer. Elle va donc l'inviter à Garches, donc à Bel Respiro, où il pourra passer du temps avec elle, mais aussi avec Stravinsky. Je pense qu'ils se connaissaient et du coup, voilà, il était le bienvenu à Bel Respiro. Elle va à nouveau aider Stravinsky. Elle va donc lui donner de la thune, en gros, pour qu'il puisse financer un concert dans la salle Gaveau. Là, il va avouer ses sentiments à Coco, mais le problème, c'est qu'elles, ils ne sont pas partagés du tout. Pour elle, c'est un ami et c'est tout, et il va pas bien le prendre du tout, le gars. Après ça, elle croit que c'est bon, qu'il a compris qu'elle n'était pas intéressée et qu'ils étaient juste amis. Donc, quand il va lui proposer d'aller avec lui à Monte-Carlo, eh bien, elle va accepter. Sauf que, c'était pas ça son but, le mec. C'était pas juste d'être amis.
Misia, qui va capter le truc, elle va en informer Stravinsky, lui dire que bah non, en fait Coco elle est pas amoureuse de lui et tout, hein, donc il se fait des idées le gars, faut qu'il arrête ça. Et du coup il va être furax. Donc le voyage est annulé et forcément Coco n'est pas très contente après Misia parce que pour elle, elle n'avait pas à se mêler de leurs affaires en fait. Enfin voilà, elle avait pas à se mêler de ça, donc du coup elles vont être en brouille un petit moment. Elle va quand même partir à Monaco, mais pas avec Stravinsky. Non, 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 elle va partir avec le duc. Et oui, et c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir amants. Évidemment, le fait d'être avec une personnalité importante russe, eh bien, va faire qu'elle va fréquenter beaucoup de Russes. C'est logique. Et du coup, eh bien, elle va engager la blinde de Russes dans son entreprise. Notamment beaucoup de femmes de la haute, mais qui ont tout perdu avec la révolution, etc. Donc, elle va les engager. Elle va aussi engager le comte de Kutuzov, je sais pas comment on dit, sa femme, leurs 2 filles, et elle va les héberger, elle va héberger tout ce petit monde-là à bel respirant. Et elle va évidemment être influencée par la mode russe et va du coup faire toutes les broderies à ses tenues, chose qu'elle ne faisait pas avant. Et là, du coup, bah, ce sont les Russes qui vont coudre des broderies, donc colorées, etc. Un peu comme, bah, voilà, en Russie, c'est de belles couleurs partout. Et donc, ça va être en petite quantité, évidemment, sur les vêtements, parce qu'elle n'aimait pas tout ce qui était excentrique. Donc, voilà, mais ça va vraiment donner du peps à sa ligne. Donc en tout, c'est quand même 50 brodeuses qu'elle va engager. Et donc voilà, ça va être des perles, ça va être des paillettes, voilà, plein de petites choses bien colorées, bien jolies. Elle va créer des roubachkas. Alors, j'avais jamais entendu ce nom-là avant de me renseigner. Donc en fait, ce sont à la base des longues blouses, des moujiks. Elle va les adapter à sa sauce. Lors d'une escapade dans le sud, elle va se rendre à Grasse et elle va rencontrer le parfumeur Ernest Beau. En fait, lui, c'était vraiment un chimiste. Et jusqu'ici, les parfums étaient constitués uniquement de fleurs, donc des fleurs naturelles. Sauf qu'ici, eh bien, ils ont commencé à utiliser des parfums synthétiques. Elle va donc vouloir travailler avec lui et il va lui proposer 2 séries d'échantillons. La première série est numérotée de 1 à 5 et la deuxième de 20 à 24. En tout, c'est 80 ingrédients qui seront combinés. Elle va d'abord choisir le 22 qui sera mis en boutique quelques mois plus tard, mais elle va choisir le numéro 5 qui sera vraiment son coup de cœur pour sa prochaine collection qui aura lieu au mois de mai. Sa technique pour vendre son parfum, c'est la même qu'avec les vêtements. Elle va le mettre en vitrine, mais également, elle va en offrir à ses amis, qui vont en se baladant faire connaître le parfum. Sa qualité et son originalité vont faire en sorte que ça va cartonner et encore jusqu'à maintenant, ce parfum, il est vraiment mythique. Et le flacon est très original aussi. Sa forme rectangulaire fait penser à une bouteille de whisky. Et à partir de 1924, le bouchon adoptera une forme de taille émeraude. Et alors, en fait, le nom, c'est tout simplement, elle s'est dit, j'ai choisi l'échantillon numéro 5, eh bien, je vais appeler le parfum numéro 5 de Chanel. Tout simplement. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas cassé le cul de ce côté-là, mais en même temps, ça marche. Ça va tellement marcher, en fait, que ça va poser problème au niveau production. Ça ne va plus suivre du tout. Donc du coup, eh bien, il va falloir trouver d'autres endroits pour écouler ces parfums. Le fondateur des Galeries Lafayette va présenter Coco aux frères Wertheimer, qui eux ont des moyens financiers pour produire les parfums. Parce qu'en fait, ils sont déjà propriétaires de la société Bourgeois. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça existe toujours à l'heure actuelle. Et qui était la super cliente de Bourgeois, eh bien, c'était Sarah Bernard. Sarah Bernard, c'était vraiment la célébrité du moment. Et eux, ils sont partout, hein. Ils ont vraiment des boîtes partout, donc à Bruxelles, à Sydney, à New York, à Buenos Aires, enfin vraiment partout. Ils avaient déjà sorti leur parfum, d'ailleurs, en 1923, qui s'appelait Mon Parfum. Pas très original non plus, hein. Et en 1924, ils ont pris comme directeur
technique Ernest Beau. En 1921, elle va accueillir des amis, tels qu'un poète qui s'appelle Pierre Reverdy. Ce mec l'avait rencontré chez Missia quelque temps plus tôt. En fait, il fréquente des artistes comme Picasso, Braque, etc. Elle va avoir une aventure avec cet homme-là, mais ça ne va pas durer parce qu'il va retourner vers sa femme. Elle gardera quand même toujours ses œuvres, donc ses livres, dans sa bibliothèque. Point de vue de la mode, eh bien, elle va toujours cartonner, même si, eh bien, les chapeaux vont faire place aux chapeaux cloches et aux casques. Vous savez, ces chapeaux typiques de ces années-là. Les robes vont également changer, donc la ceinture va se faire plus basse et elles vont être plus amples. Un soir, à l'opéra, elle va voir beaucoup de femmes habillées avec des tenues très, très colorées, très bariolées, et elle va les appeler les déguisées. En fait, c'est l'œuvre de son adversaire, Paul Poiret. Elle va dire, bon, ça peut plus durer, je vais toutes les refoutre en noir. Et c'est là qu'elle va créer sa robe iconique, sa petite robe noire. C'est donc une robe fourreau en crêpe de Chine avec des manches ajustées. En 1922, elle va créer des costumes pour la pièce de théâtre qui est Antigone, réalisée par Jean Cocteau. Et les décors sont de Picasso. Elle va continuer à habiller les actrices pour Jean Cocteau également, mais aussi des acteurs comme Jean Marais. En 1924, Gabrielle va rencontrer le duc de Westminster, qui est le cousin du roi et un descendant de Guillaume le Conquérant. C'est pas rien quand même. Il est âgé de 54 ans et il est blond aux yeux bleus. Il va lui faire la cour pendant un bon moment avant qu'elle craque pour lui. Mais vraiment, il va lui courir après, quoi. Il va découvrir la propriété de Eaton Hall, qui est vraiment énorme, où là, elle va découvrir un luxe qu'elle ne connaîtra jamais ailleurs. C'est d'ailleurs à une soirée à Eaton Hall qu'elle va rencontrer Winston Churchill. Et si le duc était extrêmement riche, eh bien, elle va dire de lui qu'il n'était vraiment pas snob du tout. C'était vraiment la personne la moins snob qu'elle connaissait. C'était quelqu'un de très simple, comme tout le monde, quoi, en fait. Bon, il va quand même organiser des chasses et des pêches, etc. que Coco ne voudrait pas participer, ça l'intéresse pas du tout, hein, ça. En fait, elle l'accompagnera, mais elle va refuser de tuer les animaux. Pendant cette période, elle va beaucoup partir en croisière, donc elle va vraiment voyager un max. Elle va aller voir souvent son amie Misia va venir chez elle, etc. Et c'est à cette période qu'elle va utiliser le tweed pour ses vêtements. En 1928, elle va acheter une propriété avec vue sur la côte à Roquebrune. Elle va la faire raser et elle va y construire une villa. Elle va y faire construire un escalier en pierre qui ressemblera vraiment très fort à l'escalier qu'il y avait à l'orphelinat. Il sera d'ailleurs surnommé l'escalier des moines. Elle va venir tous les mois inspecter le chantier et après même pas un an, eh bien voilà, la villa sera achevée. Alors dans la propriété, elle va quand même garder 2 bâtiments qui sont des annexes pour quand elle voudra recevoir ses amis. Et voilà, il y a un grand parc. Sous ça, elle va garder la propriété. Elle va l'appeler la Posa. Alors le mobilier et la décoration seront créés par Janssen. En 1925, le duc va demander Gabrielle en mariage, mais elle va refuser car en fait elle ne voulait absolument pas être duchesse. Elle va donc lui conseiller de se marier avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse avoir un héritier. En 1930, il va donc épouser la fille du chef du protocole anglais. La relation entre le duc et Gabrielle va donc s'arrêter. Cette année-là, elle va demander à Pierre Verdy de l'aider à rédiger des maximes pour un magazine qu'elle aimerait faire. Et là, ils vont renouer une relation qui va durer quelques mois. En 1931, la voilà partie à Los Angeles avec Misia pour rencontrer Sam Godwin. C'est un gros producteur et en fait, il va avoir la promesse qu'elle pourra habiller les acteurs et les actrices. Parmi ces actrices, il y aura Greta Garbo et Marlène Dietrich. Elle les habillera jusqu'à la fin de sa vie.
Elle se liera d'ailleurs d'amitié avec Marlène Dietrich. Elle va y rencontrer beaucoup d'acteurs et d'actrices du coup, dont Katharine Hepburn. Le nom ne vous est pas inconnu. Cette actrice-là va jouer le rôle de Coco dans une comédie musicale plus tard. Donc ça, c'est très intéressant quand même. Gabriel va se mettre en désaccord avec Godwin parce qu'il veut qu'elle ajoute des motifs, etc. sur les vêtements. Et elle n'aime pas, vous savez, elle aime la sobriété. Et donc là, ça va pas le faire. Elle va donc mettre fin au contrat, repasser par New York pour voir une personne ou l'autre et puis rentrer. En 1930, Gabriel va avoir une relation amoureuse avec le styliste et décorateur Paul Iribe. Ça va durer quelques temps quand même. Et vu qu'il était encore marié, eh bien, elle va acheter une propriété près de Paris pour qu'ils puissent se voir discrètement. Elle va également acheter le château de Ménil, je ne sais pas comment on dit, Guillaume, près de Lisieux. En 1932, elle va faire une expo de bijoux dessinés par Paul Iribe. Il a créé des bijoux transformables, des colliers qui peuvent se transformer en broches et en bracelets. Ne pas oublier aussi qu'il a créé de très beaux meubles art déco. En 1933, elle va confier à Paul la défense de ses intérêts dans la société de parfums. Elle va entamer une série de procès à l'encontre de Pierre Wertheimer, donc un des frères. En fait, ça concernera aussi une crème qu'elle ne voulait pas développer, qu'il a développée quand même. Mais elle va perdre, car dans le contrat, il est indiqué tout produit de parfumerie, fard, savon, etc. Donc en fait, ils avaient le droit d'exploiter ces produits sans son accord. Là, elle va confier sa défense à un avocat, donc qui sera René de Chambrin. En 1934, elle va congédier son personnel et elle ne va garder que sa femme de chambre. Elle avait envie de retourner à une vie simple et donc elle va aller vivre à Paris, rue Cambon, dans un petit 2 pièces. Elle voulait aussi faire plaisir à Paul en se disant qu'il voulait quelque chose d'un peu moins luxueux. Mais en fait, c'est l'inverse qui va se produire. Il va pas être content du tout. Il va aller s'installer au Ritz. En fait, le mec, il était toxique à mort. Il était jaloux, possessif. Il fallait faire comme lui, il voulait la dominer et tout. Donc, pour moi, on peut dire, aujourd'hui, on l'aurait traité de pervers narcissique. Pendant toutes ces années, elle va être sous son emprise. Et elle va aller habiter, du coup, au Ritz. Elle va occuper une chambre avec vue sur la place Vendôme. Elle aura aussi un appartement au 2e étage de son atelier rue Cambon. Elle va décorer elle-même son appartement en 1935-1936. Elle va y mettre en évidence ses magnifiques paravents de Coromandel. Vous voyez les beaux paravents là, avec le nacre et tout. Superbe. Aussi, elle va y mettre des fauteuils Louis XV, de superbes lustres en cristal et évidemment des beaux objets en bronze, etc. Bref, elle avait de très bons goûts. Paul Iribe décédera d'une crise cardiaque le 21 septembre 1935 lors d'une partie de tennis. Gabrielle était présente. Quelle malédiction pour Coco. Elle va perdre tous les hommes de sa vie. Elle va noyer son chagrin dans le travail. En 1936, les choses vont se bousculer dans sa vie. La victoire du Front populaire entraîne l'entrée de 141 socialistes et de 72 communistes à la Chambre. Le nouveau gouvernement sera formé par Léon Blum. Les droits sociaux vont être réclamés par les ouvriers et les ouvrières. Grèves et manifestations vont se succéder partout dans le pays. Les ouvrières vont bloquer l'accès à l'atelier rue Cambon. Et ce, même à Coco, qui ne pourra pas accéder à son atelier ni à son appartement. Des discussions vont donc se mettre en place entre Coco et ses ouvrières. Elle va offrir la propriété de son entreprise aux ouvrières et elle sera la dirigeante de l'entreprise. Elle va aussi subir la montée en succès de ses rivales et rivaux, dont Madeleine Genet, Germaine Krebs et surtout Elsa Schiaparelli, une aristo italienne mariée à un comte. Celle-ci s'installe place Vendôme. Ses créations seront inspirées du surréalisme et utilisera des matériaux nouveaux, tels que le rhodophane qui est un plastique transparent. Elle fera des créations très spéciales comme des boutons en forme d'animaux. Elle sortira aussi son parfum qui s'appelle Schiap. Gabrielle va rencontrer Luchino Visconti,
qui est un réalisateur italien. Ils vont être amants peu de temps, puis ils seront amis. Elle va le présenter au grand réalisateur Jean Renoir, qui est le fils du grand peintre Auguste Renoir. Il le prendra comme assistant pour le film Les Bas-fonds et le film Une partie de campagne. Elle continuera à créer des tenues pour Jean Cocteau, notamment pour les chevaliers de la table ronde, ainsi que les costumes pour une œuvre de Dali qui s'appelle Les Bacchantes. C'est joué pour le Ballet Russe de Monte-Carlo. Elle va participer à l'exposition universelle de 1937. Elle sera dans le pavillon de l'élégance et elle fera défiler ses mannequins avec ses nouvelles créations et ce sera un succès. En 1938 et 1939, elle va produire des robes appelées gitanes et des robes tricolores. Avec l'attention de plus en plus présente, de plus en plus forte de la guerre, eh bien, elle va finir par fermer ses ateliers. Elle va laisser ouverte que sa boutique de parfums et d'accessoires. Elle va décider de virer 2600 ouvrières, donc c'est énorme et évidemment elle va être mal jugée pour ça, mais elle ne va pas céder. Elle va aussi arrêter de donner de l'argent à ses frères pour ne pas se mettre elle dans les problèmes. Le 10 mai 1940, eh bien, l'armée française capitule et Coco va partir chez son neveu à Corbère, dans un château qui appartient à son neveu. Rester quelques semaines, puis elle va rentrer à Paris. Le Ritz va être réquisitionné par les Allemands. Elle va apprendre que ses meubles et effets personnels ont été déplacés. Et du coup, eh bien, elle va avoir une plus petite chambre qu'avant. Fini les mondanités, fini les sorties, sauf à l'opéra. En 1940, elle va vouloir aider son neveu qui est prisonnier. Il a des problèmes de santé, elle veut sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller trouver Hans-Günther von Dinklage. Voilà. Il parle anglais et français. Il était chargé d'offrir une image flatteuse de leur pays et ça lui convenait bien. Il va lui promettre d'intervenir, mais vu qu'il n'était pas un personnage puissant, il va rien savoir faire. Donc, à force de fréquenter ce diplomate, Gabrielle va tomber amoureuse de lui. Malgré le fait que c'est un officier, on va dire, allemand. Il va lui présenter un autre officier allemand qui, lui, va pouvoir faire libérer son neveu, mais à la condition que Coco ouvre sa boutique et qu'il en soit le directeur. Elle va également intervenir auprès de Hans pour qu'il puisse libérer d'autres prisonniers détenus par la Gestapo. Et je crois que c'est surtout ça qu'on lui reproche à elle, parce qu'elle était en relation avec ce type-là, parce qu'elle avait une relation avec, eh bien forcément pour les gens c'était une collabo. Mais elle a quand même fait libérer des gens en fait. Donc voilà, collabo, mais pas trop. Elle va vivre principalement de ses ventes de parfums. Elle n'y a droit qu'à 10% donc, de ses ventes, et donc elle va essayer à nouveau de récupérer plus. Voilà, elle va faire une révision du contrat qui a été passé et tout. Voilà, elle va essayer en tout cas. Alors ensuite, elle va se mettre une idée, mais vraiment, elle va être obsédée par le fait de vouloir arrêter la guerre. Absolument. Bon, était-ce pour un côté financier ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, elle a pensé qu'elle pourrait avoir un rôle dans le fait d'arrêter la guerre. Alors donc, sa mission, ça va être d'aller en Espagne, passer quelques temps avec son amie Vera Bate, qui, elle, fait partie de la haute noblesse anglaise. Elle va donc essayer là-bas de rencontrer Churchill, mais elle n'y arrivera pas. Elle va toutefois rencontrer l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Et elle va lui demander de remettre son message à Churchill. Elle va donc revenir toute déçue à Paris. Le 10 septembre 1944, donc 15 jours après la libération, Coco va être arrêtée chez elle. Ils vont l'embarquer et elle va être en garde à vue quelques heures. Puis elle sera libérée. Elle va être accusée de relation avec l'occupant. Et elle va être suspectée d'étroite complicité. Donc, après cet événement, elle va partir
à Londres, puis en Suisse. Elle n'aura pas de nouvelles de son homme tout ce temps-là et elle va vivre principalement au palace Beau Rivage qui se trouve au lac Léman. Alors la clientèle y est évidemment très riche. Katz ne viendra la voir qu'après le 8 mai 1945. Lui, il vit à Lausanne, mais ils vont se voir très régulièrement. Dans les années 50, elle va faire de longs séjours à la Posa ainsi qu'à Paris, mais elle ne s'y plaira plus. À Paris, ce sera plus pareil. Tout a changé, notamment le regard des gens sur elle, forcément, et les artistes ne sont plus pareils. Elle va refaire des tentatives pour récupérer des droits sur ses parfums, encore. Alors, ça s'acharne vraiment avec ça. Elle va récupérer 2 petits pourcents supplémentaires sur la vente des parfums. Elle va s'acheter une villa en Suisse et elle la décorera avec goût comme d'habitude. Elle va même y installer des sièges créés par Diego Giacometti, qui est le frère du célèbre sculpteur Alberto Giacometti. Mais elle ne va pas y rester longtemps. Elle va préférer les palaces, où elle se sent au final moins seule. Elle fera de grandes balades et recevra des amis. Elle s'ennuiera malgré tout et elle va décider d'écrire ses mémoires. Et c'est donc avec l'aide de Louise de Villemorin, une autrice de romans, que ses mémoires prendront forme. Alors dans ses mémoires, elle va mentir sur beaucoup de choses, notamment son enfance et principalement sur la pauvreté de sa famille. Elle va également nier être allée à l'orphelinat. Elle ne va aussi pas parler du fait qu'elle chantait à la rotonde. Tout ça va être vraiment exclu, pour ne garder qu'une belle image d'elle au final. Elle va vouloir vendre ses mémoires aux États-Unis, mais n'étant pas patiente, eh bien elle va vouloir y aller avec les manuscrits non finis. Elle va revenir bredouille, évidemment, et elle va remettre l'erreur de cet échec sur le dos de la pauvre autrice. Celle-ci va être vexée, elle va lui remettre le reste de ce qu'elle a fait. Elle a dit vous n'avez qu'à écrire le reste vous-même vu que vous faites mieux. Voilà. Très vexée. Mais il y a de quoi. En 1947, c'est un nouveau créateur qui va apparaître et avoir toute la fame pour lui. Et grâce à ses talents incroyables de couturier. Il s'agit bien sûr de Christian Dior. Coco va être furax car il apporte le new look. Alors, cette mode demande de porter à nouveau des corsets, des guêpières, des gaines, etc. Donc, on réenferme les femmes dans des vêtements tout serrés. Et ça, Coco, ça la rend furax. Elle dit non, c'est pas vrai. J'ai fait exprès de créer des vêtements où les femmes pouvaient se libérer et avaient des mouvements plus fluides. Et non, maintenant on revient à ce genre de choses. C'est pas possible. Elle dira d'ailleurs, Dior, il n'habille pas les femmes, il les tapisse. Mais vu que ces dernières créations à elle datent d'il y a 9 ans, eh bien les gens l'oublient tout doucement. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement, la mode, voilà. En 1950, son amie Misia va décéder. Coco en sera tellement peinée. Elle va même lui faire elle-même sa toilette mortuaire. Ce qui veut dire les vêtements. Elle va pas la laver. Enfin, je crois. En 1951, elle va rencontrer Michel Déon. Elle va lui demander de reprendre ses mémoires. Donc ce gars-là, c'est un jeune journaliste. Ils vont travailler dessus pendant plus ou moins 1 an. L'ouvrage n'est pas assez cohérent et les 300 pages ne plairont pas assez pour les vendre. Le 19 août 1953, elle a 71 ans et elle va vouloir réouvrir sa boutique de couture. Pour ce faire, elle va revendre la Posa et elle va contacter un grand confectionneur américain qui pouvait reproduire en grande quantité des milliers de robes pour des futures collections. Les frères Wertheimer, eux, vont investir dans la publicité. Elle va réengager 70 personnes qui travaillaient pour elle avant la guerre. Voilà, ces 70 personnes vont retravailler avec elle. Le 5 février 1954, c'est plus de 2000 personnes qui vont tenter d'assister au défilé, mais qui seront recalées. Parce que la salle étant petite, ils vont devoir attendre à l'extérieur. Seuls les critiques de mode ainsi que des acheteurs seront
présents. Certains seront debout sur leur chaise ou sur les marches de l'escalier au miroir. Coco, elle, est en haut, invisible du public, fumant sa clope nerveusement. Et elle inspecte, elle regarde si tout se passe bien. Voilà, ça c'est Coco. Malheureusement, ça va être un flop parce que la collection va être jugée trop vieillotte. L'ambiance n'était pas au top. Et seuls quelques petits applaudissements vont se faire entendre. La presse va être cruelle et elle va vraiment pas la louper, quoi. Mais Coco ne va pas se démonter. Elle se dit, ils vont voir. Nous allons tout recommencer. Et elle va se remettre à corps perdu dans le travail. Elle va donc sortir quelques nouveaux modèles et Bettina Ballan, qui est la rédactrice pour Vogue, va publier quelques photos de ces modèles dans son magazine. Dans ce magazine va y apparaître Marie-Hélène Arnaud, la nouvelle mannequin égérie de Coco. Elle sera en tailleur de jersey, chemisier et jupe, avec un canotier de paille. Bettina va même se l'acheter et elle va le mettre, elle va le porter à Manhattan lors d'une séance devant 1500 hommes du milieu de la mode pour une expo en fait de modèles venus de France. Beaucoup vont adorer la collection. Et en 1955, c'est le succès assuré pour Chanel. Le 24 mai, elle va signer un accord avec la société de parfums. Elle va vendre sa maison de couture et toutes les sociétés qui sont à son nom. Elle va garder 2% des royalties de ses parfums et elle va continuer de bosser rue Cambon. Elle va garder ses avantages comme les frais payés pour le Ritz, ses impôts, ses domestiques, la nourriture, voiture, chauffeur et tout. Donc il y a vraiment un gros accord qui va se faire entre elle et les Wertheimer, quoi, au final. En 1957, elle va recevoir le prix Neiman Marcus, qui récompensera la créatrice de mode la plus influente du XXe siècle. Elle va être beaucoup interviewée d'ailleurs lors de cet événement. Les journalistes vont la trouver d'ailleurs charmante, gaie, et ils vont apprécier son esprit. Voici un extrait d'une interview. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, vous pouvez même dire jusqu'à la dernière nuit. Par peur d'être démodé. Oui, par peur de les démolir. J'enlève tout ce que j'ai mis et que je trouve inutile. Dans quel état sont-elles en ce moment? Seulement En morceaux, monsieur, en morceaux. La mode de ces 10 dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. Mais la mode, c'est en avant, c'est pas en arrière. On ne recule pas, on ne fait pas des choses qu'on fait. Il faut vivre avec son époque. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Les confectionneurs de presque tous les pays du monde ont reproduit vos modèles à des milliers d'exemplaires. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfaite? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. Je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation. La copie, c'est une chose très difficile qui ne se pratique plus. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites couturières, enfin, on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé, ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veuille défendre une mode. On ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre? Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. Pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas. Mademoiselle Chanel, vous êtes très fatiguée, je ne vais vous poser qu'une question. Je viens d'admirer votre collection. Mais vous, qu'en pensez-vous? Bon, je pense qu'elle est un peu démodée. Déjà? Elle a déjà une semaine. Que lui reprochez-vous? De l'avoir trop vue, pour moi personnellement, et aussi que je suis un peu fatigué, je pense. Quand vous dites que je la trouve démodée, vous êtes sincère, vraiment? Enfin, sincère, c'est-à-dire si j'avais à la refaire, je ferais autre chose. Déjà autre chose? Oui, c'est mon métier. Pour ses bijoux, elle va embaucher les créateurs Gripois et Robert Gossen. Pour les chaussures, elle fera fabriquer entre autres par Raymond Masson, son père en fait qui l'a chaussé avant la guerre. Donc elle va prendre le fils pour la création des chaussures.
Cette collaboration va d'ailleurs aboutir aux fameuses chaussures beige au bout noir pour la journée et alors avec le bout or pour le soir. À l'automne 1965, Gabrielle écrit son testament. Elle a à ce moment-là 82 ans. Le testament dit ceci. Ceci est mon testament. J'institue comme mon seul héritier et légataire universel la fondation Koga Vaduz. Le 11 octobre 1965, Gabrielle Chanel. Qu'est-ce que c'est que cette fondation ? On peut se le demander. C'est la contraction de Coco et de Gabrielle. Koga. Tout simplement en fait. Voilà, c'est pas casser la tête. Et donc cette fondation est alimentée par Coco pour continuer à payer les pensions des personnes qu'elle aidait déjà. Alors Coco, elle va être active jusqu'à sa mort. Elle va continuer à sortir le soir avec ses amis, elle va continuer à l'opéra, elle va continuer à recevoir chez elle. Et tout ça avec l'aide de Lilou Marquand qui organise ces soirées. Gabrielle décède le 11 janvier 1971 dans sa chambre de Ritz. Ce jour-là, elle avait fait une promenade au champ de course de Longchamp. Elle avait fait un malaise. Là, elle va sentir que c'est la fin, quoi. Donc, elle va revenir dans son appartement au Ritz. Et ses derniers mots seront « C'est comme cela qu'on meurt ». Et le dernier dimanche, ça a été extraordinaire parce qu'elle a été si longue à s'habiller. C'était très curieux. On aurait dit qu'elle prenait un temps qu'elle n'avait jamais pris. Elle n'arrivait pas à finir. On est descendu déjeuner très tard, au Ritz, vers 2h30. Elle m'a parlé de sa mère. Elle m'a dit, je ne résisterai pas, tu vois, à refaire une robe à faux cul que portait ma mère. Et nous sommes partis au champ de course. C'était évidemment la promenade de sa jeunesse. Et d'ailleurs, quand nous sommes rentrés, je me rappelle, elle m'a dit, tu vois, autrefois, il y avait des odeurs de chevaux. Et des hommes qui m'aimaient. Je ne parvenais pas à la rassurer. Nous communiquions, nous parlions. Et elle avait un besoin presque physique de présence. Elle ne pouvait pas le quitter. Nous rentrons, je la vois disparaître dans la porte. Mais avant, sur le trottoir, c'était tard, elle allait juste prendre son dîner, son plateau, et recommencer le lendemain, qui était un lundi. Elle préparait sa collection. Et elle m'a dit, tu sais, tu passes le Cambon en fin de journée, je travaille demain. C'était son dernier mot. En fin d'après-midi, seule dans sa chambre, Coco Chanel se sent mal. Elle téléphone à Lilou Marquand. Vers 6h, elle m'a rappelé en me disant, tu sais, je t'ai dit que j'allais pas bien, alors vraiment, il faut que tu viennes parce que je me sens pas bien du tout, je crois que je suis en train de mourir, tout simplement. J'ai dit, oui, mademoiselle, non. Pour quelqu'un qui va mourir, vous avez une très bonne voix, et je ne croyais pas du tout. Je pensais que c'était comme toujours, quoi. Elle m'a toujours dit qu'elle se sentait pas bien, qu'elle allait mourir quand elle aurait une voix. La fenêtre était grande ouverte, c'était le mois de janvier, il gelait dehors, et elle était en nage. Elle m'avait dit une fois comme ça, au Ritz le matin, elle dit, voyez-vous, moi j'aimerais mourir comme De Gaulle. Elle a eu la même mort que De Gaulle. Et donc c'était vraiment la fin, et j'ai pris sa main, et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Elle sera enterrée au cimetière de Lausanne. Ainsi se finit donc l'histoire de Gabrielle Chanel. Voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et ce que vous voulez, peut-être qu'on le développe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà.